Bienvenue dans ce making-of technique sur les secrets du court-métrage Une fille indigne qu'on a coécrit avec Julie Cléry et que j'ai réalisé. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à aller regarder le court-métrage. Tu cliques ici et tu vas sur la chaîne de Julie Cléry pour ne pas être spoilé. Et je t'invite aussi à t'abonner parce qu'il y a d'autres courts-métrages qui arrivent et il y a aussi des petits sketchs qui sont déjà sur la chaîne dans lesquels je joue, qu'on a fait en confinement avec Julie. Voilà. Dans cette vidéo, on va voir plein de choses en détail en commençant par le scénario, l'organisation, la réalisation, l'image, le son et on finira par la post-prod. Le but c'est de te montrer comment on a fait ce film, comment on a réalisé ce film en détail et aussi de te partager les questionnements qu'on a eus et les leçons qu'on en a tirées. Eh bien c'est parti! Le scénario. Et oui, on commence par le plus important, l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte? Alors ce projet, il a été initié par Julie qui avait l'envie de raconter une histoire et donc je me suis mis au service de Julie. J'ai joué le rôle de co-scénariste. Et c'est vraiment la place que je trouve la plus confortable à l'étape de l'écriture quand on se met au service des idées de quelqu'un d'autre. Je me mets moins de pression et je m'auto-censure aussi beaucoup moins. C'est-à-dire que je m'autorise à sortir toutes les idées de merde que j'ai dans la tête et du coup je balance beaucoup plus d'idées. Et surtout, j'arrive à prendre beaucoup plus de recul sur le projet. D'ailleurs, je trouve ça beaucoup plus facile de coécrire. C'est toujours plus simple d'être plusieurs à réfléchir à une histoire, on a plus de recul, les idées rebondissent plus vite et on est aussi deux à être les premiers spectateurs de l'histoire. Le sujet de l'histoire. Pour Une fille indigne, mon objectif n'était pas de trouver le sujet, mais essayer de le faire émerger des envies de Julie. On a tout d'abord fait une fausse route en pensant que le sujet dont Julie voulait traiter était l'avortement. Alors on s'est complètement égaré dedans jusqu'à écrire une version complète du scénario qui rentrait presque dans un débat pour ou contre l'avortement pour ensuite prendre du recul et se rendre compte qu'en fait questionner le droit à l'avortement était inintéressant et un débat d'un autre temps qu'on n'avait même pas envie d'avoir. Et surtout, en tant que spectateur, on n'avait même pas l'envie ni l'intérêt de regarder l'histoire qu'on avait écrite. Et ça, je trouve que c'est un super guide. Se mettre à la place du spectateur et voir si on aimerait voir, si on serait le public pour le film qu'on a écrit. Si c'est pas le cas, on fait peut-être fausse piste. C'est Benjamin Parent, un scénariste-réalisateur qui a débloqué le projet après que Julie lui ait pitché l'histoire. Il a réussi à cibler et à voir que ce qui touchait réellement Julie, c'était la relation parent-enfant. Et c'est d'ailleurs, je trouve, une bonne façon de voir si on touche au bon sujet, c'est de voir si ça nous touche directement, si ça nous émeut. À cette étape, on savait donc qu'on allait raconter une relation compliquée entre une mère et sa fille, tout en gardant l'avortement comme élément déclencheur de l'histoire et du conflit. Nous voilà alors donc repartis dans la phase d'écriture et même de réécriture complète de l'histoire, qui s'est surtout faite de discussions à l'oral. On prenait juste en note dans un carnet les trucs qu'on voulait pas oublier, et la phase d'écriture concrète sur un clavier d'ordinateur est intervenue vraiment à la toute fin, une fois qu'on avait toutes les phases de l'histoire. La structure. Une partie que j'aime bien et que je trouve hyper importante, c'est de donner une forme à l'histoire, de dézoomer et d'essayer de trouver une structure, un rythme qui va faire tenir le récit. Et à force de réfléchir à l'histoire, on s'est rendu compte qu'elle contenait beaucoup de secrets. Et que c'était même les secrets qui constituaient le cœur de l'intrigue. Le personnage de Manon, la fille, ne veut pas parler de son avortement à sa mère, elle en fait donc un secret, mais sa mère le découvre en cachette et ne le dit pas à sa fille. Elle en fait donc aussi un secret. Et s'ensuit alors une manipulation. Et les secrets, ça m'amène à devoir parler d'un peu de théorie scénaristique. On va rapidement parler de l'ironie dramatique, et tu vas voir, c'est très très cool. Alors qu'est-ce que l'ironie dramatique? C'est un gros mot qui fait peur, mais tu vas voir, c'est assez con. C'est Yves Lavandier qui en parle très bien dans son livre La dramaturgie, que je te conseille fortement de lire. Alors avec mes mots, il y a ironie dramatique quand il y a différence de niveau d'information entre des personnages ou entre des personnages et le spectateur. Et un secret, eh bien c'est une différence d'information, puisqu'on a un personnage qui a plus d'infos que l'autre. Ça peut être aussi une info qui est donnée seulement au spectateur et pas au personnage de l'histoire. Différence d'information. En quoi c'est intéressant? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça implique, ça engage beaucoup le spectateur. Et oui, il va partager un secret avec l'un des personnages. Le spectateur a donc une complicité avec l'un des personnages. Et le spectateur, il a aussi un temps d'avance sur les autres personnages qui n'ont pas l'info et ça peut créer de l'empathie pour eux. Parce qu'on sait qu'ils ne savent pas. Et ça crée aussi une promesse pour le spectateur. On peut aussi dire une attente ou une scène obligatoire, qui est qu'à un moment, le secret va être révélé à tout le monde.
Et donc ça pose la question de comment les personnages vont réagir à ce moment-là. Et petit aparté, ça peut créer des quiproquos. Et c'est vachement utilisé en comédie et surtout dans les pièces de théâtre de boulevard qui sont remplies de tromperies en tout genre. Mais une ironie dramatique, ça peut surtout être exploité en plusieurs étapes et donc venir nous créer une structure. Ah, tu vois où je veux en venir ou pas? Est-ce que tu vois où je veux en venir ou pas? C'est quoi donc toutes les étapes que peut contenir une ironie dramatique? Eh bien on va voir ça avec un exemple avec deux personnages et un secret. Appelons-les le cachotier et la victime. Scène 1, une info est donnée au cachotier et il en fait un secret. Scène 2, on exploite. On met les deux personnages ensemble, mais on sait que le cachotier cache quelque chose à la victime. Scène 3, notre victime découvre le secret, mais en l'absence du cachotier. Scène 4, on exploite. On met les deux personnages ensemble, chacun connaît le secret, mais les deux ne savent pas que l'autre sait. Scène 5, la victime découvre que le cachotier a aussi l'info. Scène 6, eh bien on exploite encore. On remet les deux personnages ensemble, sauf que cette fois on sait que la victime sait que l'autre a l'info mais ne lui a pas dit, et il peut jouer avec, sans lui révéler qu'il sait. Scène 7, le cachotier découvre que la victime a découvert le secret. Il a l'info. Scène 8, eh bien, confrontation entre les deux personnages. Alors là, j'ai essayé de trouver un maximum d'étapes à une ironie dramatique. On n'est pas obligé de toutes les utiliser, mais c'était pour montrer à quel point on peut exploiter une ironie dramatique, en la découpant en plein d'étapes et en exploitant chaque étape. Ok, maintenant revenons à Une fille indigne. On a remarqué qu'il y avait un secret principal dans l'histoire, c'était l'avortement, et donc ça nous a permis de structurer tout le film. Voici donc les pivots de l'ironie dramatique qui a structuré notre histoire. Au début du film, eh bien, on plante le secret de Manon, qui ne veut pas parler de son avortement à sa mère. T'en as parlé à tes parents d'ailleurs? De quoi? Ton avortement. Bah non. Tout de suite après, on a choisi que la mère découvre également l'info. Ensuite, on a exploité ça. La mère sait, mais la fille ne sait pas que sa mère sait. J'ai déjà organisé un grand déjeuner samedi avec tout le monde. Samedi là, ce samedi? Bah ouais, bah t'es là ce week-end. Samedi, non, je peux pas. Ah bon, tu fais quoi samedi? On avait prévu de réviser avec Lana. Ensuite, Manon révèle l'info à sa mère, qui fait comme si elle ne savait pas. Bah, je me fais avorter. Maman, je suis vraiment désolée, ça tombe vraiment le pire jour pour moi, j'ai essayé de décaler, c'est impossible. Et pourquoi tu m'as pas dit? Je sais pas. Puis la fille découvre que la mère sait, et même savait depuis le début. Et tout de suite après, la mère découvre que son secret est brisé. T'as trouvé? Maman, tu savais? Je t'ai pas demandé de fouiller dans mes affaires, si? Maman, tu le savais? Mais on retient la confrontation, c'est-à-dire la scène obligatoire, pour pouvoir exploiter une autre ironie dramatique, celle avec le père et nouvellement aussi avec les invités. On a oublié de vous prévenir. Manon va devoir partir un peu prématurément cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, je suis désolée, je vais réviser ensuite. Bah oui, je lui paye des cours particuliers pour son concours. Des cours particuliers? Je crois que tu révisais avec Lana. On a ensuite la révélation auprès du père. Je dois être à l'hosto à 15h30, je me fais avorter. Ok. Pourquoi tu nous as rien dit? On exploite au maximum dans la scène de fin. Attends, Manon! Reste au moins jusqu'au gâteau! Mais elle peut pas louper son cours là, Catherine, c'est trop important. Oh bah ça va, hein, son prof attendra, je le paye assez cher. Pour finir sur la confrontation. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Ah non, arrête maman, juste arrête. Tu le savais très bien. Si je l'avais su, tu crois vraiment que j'aurais organisé tout ça? Oui, t'as tout organisé alors que tu le savais, c'est quoi ton... Tu cherches quoi? Alors au-delà des secrets, le film parle aussi d'amour entre parents-enfants et entre amis. Et oui, pendant tout le film,
Le personnage de Manon fait tout pour rendre sa mère heureuse et pour essayer d'obtenir des signes d'amour de sa mère qu'elle aime. Oh, papa, doucement, doucement. Maman, elle est pas fan quand il y a trop de muscade. Tiens, Qu'est-ce que c'est? regarde. Mais en vain. Et à contrario, en parallèle, Manon, elle perd son amie, qu'elle retrouvera à la fin, puisqu'elle l'accueille malgré leur dispute. Ouais, pour accentuer l'émotion de fin de film, on voulait que ça finisse par quelque chose de positif, des retrouvailles avec son ami. Et pour accentuer ces retrouvailles, eh bien, on a placé une dispute en amont. Non, mais attends, mais c'était une blague. Mais maintenant, reste. T'as pas fini ton verre? Je te l'offre. Pour que les retrouvailles soient beaucoup plus fortes et signe d'un amour inconditionnel que finalement Manon cherche. Et pour accentuer la perte de son amie, eh bien on a voulu marquer une différence quand elle est là, son amie, et quand elle n'est pas là. Et c'est pour ça donc qu'on a mis des scènes de vomissement qui sont dues au début de grossesse de Manon. Quand son amie est là, eh ben elle peut l'aider et lui retenir les cheveux pour éviter qu'elle se vomisse dessus. Ça va? Quand elle n'est pas là, eh ben il n'y a plus personne pour l'aider, elle se retrouve seule et elle se vomit dessus, pour bien marquer la différence. Et je suis content parce que je trouve que ça fonctionne et ça vient vraiment marquer le manque et la solitude de Manon. Puis les dialogues sont arrivés vraiment à la toute fin du processus d'écriture, une fois qu'on avait toute la trame de l'histoire, et c'est Julie vraiment qui s'en est chargée. Alors avec le recul, et comme pour tous les projets que j'ai pu faire, on prend toujours du recul après coup, et on trouve que tout n'est pas forcément réussi. Et du coup, voici les quelques leçons que j'en tire. Je trouve que le début du film n'est pas du tout assez accrocheur, surtout pour une diffusion sur le web. Avec le recul, je pense qu'il aurait fallu commencer par explorer la peur de Manon, qui est de se faire abandonner par sa mère. Et ça aurait été beaucoup plus fort et beaucoup plus impactant au début. Ensuite, la mise en situation est trop statique à mon goût dans le film. Je fais toujours tout à l'écriture pour mettre en situation l'histoire, mais j'ai pas assez pensé au mouvement, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de scènes de dialogue où les personnages sont statiques. Et j'ai plus l'habitude de rechercher le spectacle dans l'écriture et la mise en scène, mais là je savais qu'on allait faire quelque chose de plus intimiste et j'avais envie d'y aller à fond. Mais je l'ai fait au détriment du mouvement et du spectacle, alors que je pense maintenant qu'on peut allier les deux. Alors avant de passer à la technique, on va faire un petit détour sur le financement et la production. Comment financer un court-métrage d'une telle ampleur de 30 minutes ? Si tu cherches à te professionnaliser dans la vidéo, alors je t'invite à découvrir mon site rougevertbleu.tv où si tu t'abonnes gratuitement, tu auras accès à du contenu supplémentaire. L'idée, c'est de faire monter l'exigence et le professionnalisme en toi. Et donc, tu auras accès en exclusivité à cette partie sur la prod et le financement, mais aussi sur l'organisation, l'assistant à la réalisation de Une fille indigne. Et si tu deviens membre payant, alors tu as accès à un live par mois que je fais où je prends le temps de répondre à des questions précises et où surtout je prends le temps de faire des retours sur des courts-métrages qu'on m'envoie. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour, à laisser ton mail pour t'abonner et comme ça tu recevras dans ta boîte aux lettres les nouvelles vidéos rouge vert bleu, comme ça tu n'en louperas aucune. La réalisation, ou comment est-ce que j'ai fait pour réaliser ce court-métrage. On en parle trop peu, et encore moins dans les écoles de cinéma, mais la réalisation, c'est aussi et avant tout de la direction d'acteur. D'ailleurs, si ça t'intéresse, et ça devrait t'intéresser si tu veux faire de la réalisation, eh bien je t'invite à découvrir la chaîne YouTube de Julie. Elle a une chaîne qui s'appelle Julie Cléry Acting, qui est une perle rare sur les internets, puisqu'elle parle de direction d'acteurs. Ça s'adresse à la fois aux comédiennes et comédiens, mais aussi aux personnes qui veulent diriger ces comédiennes et comédiens. Et du coup, tu retrouveras à la fois des vidéos face cam de conseils qui s'adressent aux comédiennes et comédiens, mais aussi des longues interviews de réal, de comédiennes, de directeurs d'acteurs, de metteurs en scène, de coachs, de directeurs de casting, bref, plein de gens qui te donnent plein de tips et plein de visions et de vocabulaire et tout pour appréhender la direction d'acteur. Et même que la première interview, c'était moi. Alors en tant que réal, pour préparer une bonne direction, c'est cool de pouvoir faire au moins une lecture. C'est-à-dire qu'avec tous les comédiennes et comédiens, on s'assoit autour d'une table avec le scénario en main et on lit le scénario. On peut s'arrêter à chaque séquence pour repréciser et être sûr que tout le monde a bien compris ce qui s'y passe, quelle est la situation, quels sont les enjeux, les objectifs de chaque personnage, etc. On peut déjà rentrer dans le détail des intentions si on veut, par exemple sur une telle réplique préciser le sous-texte ou la motivation, etc. Si on peut, alors on fait des répétitions sur le décor. Alors là, il y a plusieurs écoles. On peut vouloir éviter de répéter les scènes qui seront dans le film pour ne pas
l'épuiser et pour ne pas figer de mélodie. Et dans ce cas, on peut pourquoi pas répéter en décor ou hors décor sur des scènes écrites en plus qui ne seront pas dans le film et qui vont permettre de charger les comédiens de l'histoire de leur personnage. Et puis aussi commencer à apprendre à bosser ensemble et à communiquer ensemble. Bon, nous on n'a pas fait ça, nous on a répété les scènes du film sur le décor. Ça nous a permis déjà de mettre en espace, en position et en déplacement chaque scène. De confirmer ou faire évoluer mon découpage, mais aussi de commencer à préciser les intentions. L'intention, juste, quand j'arrive, est-ce que... Tout en ayant aussi la possibilité de rechallenger le scénario, les dialogues, voire modifier quelques mots ou quelques répliques si besoin. Ah, mais tes révisions attendront dimanche. Ouais, ou tu réviseras dimanche, ça qu'on se dit. Tu réviseras dimanche. Puis arrive le tournage. Et là, moi j'aime bien faire beaucoup de prises. Beaucoup. Tu veux bien en tenter une où tu vois vraiment que Julie... J'aime bien tester des variantes, parce que je sais qu'une fois qu'on sera au montage, on n'aura que la matière qu'on aura filmée sur le tournage. Donc c'est sur le tournage qu'il faut créer toute la matière dont on aura besoin. Et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Mon but c'est de tenter des trucs et aussi d'avoir un peu de choix au montage. Ok, passons à la réalisation technique, image et son. Comme je le disais pour le scénario, là on est dans un genre que je n'avais pas encore exploré jusqu'ici, un genre beaucoup plus intimiste que ce que j'ai l'habitude de faire. Je m'étais alors pris en référence le film Girl de Lucas Dont. Je me suis dit, allez, on va tout faire caméra à l'épaule, un peu vivante et proche des comédiennes. J'ai tenté au tournage le format 14/9, c'est un entre-deux entre le 16/9 et le 4/3, pour essayer de donner un côté plus naturaliste, moins cinéma, plus vrai. Et j'ai été influencé par le film Girl qui avait un format en 15/9, sauf que la Blackmagic Ursa qu'on a utilisée ne proposait pas le 15/9, mais seulement le 14/9, donc je suis parti sur le 14/9. Bon, au final, tu l'as peut-être remarqué, mais on n'a pas gardé le 14/9. Malheureusement, j'ai pas eu assez de temps pour faire tous les plans que j'avais prévus sur le tournage, et j'ai priorisé mes gros plans. Du coup, j'ai très peu de plans larges. Et le film se retrouvait à être très serré. En enlevant le 14/9, en repassant au 16/9, on laissait le film un peu plus respirer. Donc le film est en 16/9. Coup dur, coup dur. Ah, bon voilà, j'ai tenté, mais j'ai pas assumé jusqu'au bout. Avant le tournage, j'ai préparé mon découpage, c'est-à-dire la liste de mes plans. Et c'est quand même mieux de le faire avant d'arriver sur le tournage le jour J, parce que ça permet d'anticiper beaucoup de choses. Entre autres de connaître les axes caméra, ça permet de mieux préparer la déco et aussi de pouvoir préparer la lumière. Tout ce qui peut être anticipé avant le tournage doit l'être pour gagner un maximum de temps sur le tournage. J'ai fait un découpage assez simple, je voulais que la réalisation ne se note pas, voire s'efface au profit de l'histoire et des personnages. J'aime bien écrire mon découpage dans une colonne à droite du scénario. Comme ça, je vois très bien tel plan correspond à tel texte. Parce qu'on peut vite oublier des éléments de scénario à être trop focus sur nos plans. Et en oublier qu'on est là pour raconter une histoire quand même. Toute la question c'est comment donner la sensation, tu vois, d'intimité en étant caméra épaule et en sentant qu'il y a un cadreur derrière un peu. Mais tu vois, de base t'as envie de faire ça bien, d'être fixe, pas bouger. Mais là, du coup, j'essaie de trouver des mouvements de pas. Guillaume, qui font naturel. Alors j'avoue que je me suis un peu perdu dans ma quête d'intimité dans la réalisation. J'avais l'impression parfois de filmer du vide, comme pour la scène de la douche ou de la salle de bain. J'avais l'impression qu'il se passait pas grand-chose devant ma caméra. Et ça, c'est une leçon pourtant que j'ai appris depuis longtemps. Il faut faire confiance au scénario. Si on en est au tournage, c'est que le scénario il a été validé et normalement il fonctionne. Et c'est dans son entièreté qu'il va prendre forme. Donc faisons confiance au scénario. Mais ça n'empêche pas de mettre en action, en mouvement, de rendre lisible ce qui se passe. Et c'est là où je me suis un peu perdu, c'est que des fois il n'y avait pas grand chose à rendre lisible. Et c'est ok en fait. Parce qu'il faut aussi faire confiance au spectateur. Et oui, quand il n'y a pas grand chose, et ben en fait ça laisse l'espace au spectateur de projeter ses sensations, ses visions, ses idées, ses justifications. Finalement, ça peut aussi l'aider à s'impliquer davantage dans l'histoire. De faire fonctionner un peu ses méninges, tu vois. Dernier point pour finir la réalisation, être seul à la réalisation, eh bien ça peut être vertigineux parce que c'est sur nous que reposent toutes les décisions, tous les choix artistiques, la validation des prises, la validation de tout. On peut vite se sentir seul et perdu. J'ai eu beaucoup l'habitude de co-réaliser et quasi exclusivement avec Jérémy Bernard. Et j'avoue que ça m'a manqué. Il m'a manqué.
C'est tellement bien d'être deux, de pouvoir se rassurer l'un l'autre, aussi se challenger l'un l'autre pour aller plus loin, et puis prendre du recul aussi sur les idées de l'autre, etc. Comme j'étais seul, j'avais quand même besoin de me rassurer que ce que je faisais c'était pas de la merde, et du coup j'ai commencé à demander validation auprès de Romain Plumal, le chef-op, auprès de Lucas Goua, l'ingé son, auprès de Alexandre Motard, l'assistant réal, et ils m'ont tous permis de prendre du recul par moment, et ça fait du bien. C'est là où normalement on se fait épauler par une ou un script. Mais c'est quelque chose que j'ai pas pris l'habitude de faire parce que j'ai l'habitude de co-réaliser et sur des formats courts. Alors qu'en fait, c'est un rôle essentiel sur un film, sur un tournage. C'est une ou un copilote, voire un parachute de la co-réalisation, une personne qui est là justement pour faire prendre du recul. C'est essentiel en fait, pas seulement pour les raccords, la continuité ou le découpage, mais aussi pour la direction d'acteur, l'énergie, la cohérence, les situations, etc. Passons maintenant à l'image. Non, tu sais quoi? Je vais changer l'ordre. Je vais passer au son d'abord, parce que le son c'est plus important que l'image. Ouais, je fais ce que je veux, je suis dans ma vidéo, je peux changer le programme n'importe quand. Au son, on a eu la chance d'avoir l'excellent Lucas Goua en chef opérateur son et l'excellent Nicolas Leroy à la perche. Pourquoi sont-ils excellents? Et bien tout simplement parce qu'ils font ça super bien et qu'ils s'équipent super bien pour pouvoir faire ça vraiment bien. Déjà, c'est un luxe d'avoir deux ingé sons. Généralement, on n'en a qu'un sur les courts-métrages. Pendant les prises, Lucas était à l'écoute sur son casque, sur sa mixette, et Nicolas à la perche. Et la plupart du temps, ils essayaient de mettre deux perches. Ouais. C'est rare, ça t'embouche un coin. Nicolas, il perchait le comédien qui était dans le champ de la caméra et ils installaient un petit pied avec une autre petite perche pour le comédien hors champ. Ouais, et ça c'est vraiment génial pour le montage. Déjà parce que on n'a pas à reconstituer le son hors champ en allant piocher dans le son in des contre-champs, et en plus parce que ça permet le chevauchement. Ouais, et du coup on a un truc beaucoup plus authentique sur le jeu et tout, c'est génial. Alors on pourrait se dire, finalement les micros HF qui placent sur tous les comédiens, ça pourrait suffire, mais le son du HF est vraiment différent de celui de la perche. La perche a un son beaucoup plus naturel parce qu'il vient choper aussi un peu de reverb de la pièce, contrairement au HF qui va avoir un rendu quasi voix off parce qu'il chope zéro reverb presque de la pièce. Donc ça fait des voix très peu naturelles pour une fiction. Pour être méga efficace, ils communiquaient entre eux par HF. Lucas pouvait parler en HF au casque de Nicolas, et Nicolas pouvait répondre en parlant dans la perche. Comme généralement Lucas était dans une autre pièce pour laisser de l'espace pour le tournage, ils n'avaient pas besoin de crier pour se faire entendre, ils pouvaient communiquer très doucement et du coup garder un plateau silencieux et ultra fluide et efficace pour le tournage. Et ça permettait aussi et surtout à Lucas de donner des indications à Nicolas pendant les prises. C'est-à-dire que si Nicolas commençait par mégarde à rentrer dans le plan, Lucas pouvait tout de suite lui dire par oreillette. Et ça, c'est un gain de temps de dingue. Un autre truc qui faisait gagner énormément de temps, c'était la synchro timecode. Grâce à des petits boîtiers tentacles, on a pu synchroniser la caméra et l'enregistreur de Lucas en timecode. Ce qui fait qu'après, au montage, c'est hyper simple et hyper rapide de tout resynchroniser. Et ça nous a évité de devoir faire des claps. De toute façon, j'ai jamais aimé les claps parce que ça a toujours été une perte de temps, en tout cas pour moi, sur des courts-métrages. Combien de fois on se retrouve sur des tournages de courts-métrages où il est où le clap? Qui est censé clapper? Bref, on perd un max de temps. Et de toute façon, j'avais un son témoin de la caméra, donc en cas de problème de TC, on n'en avait pas finalement. Pour te montrer à quel point il faisait ça bien au son, ils savaient qu'on allait tourner dans un intérieur avec du parquet grinçant, et du coup ils ont prévu des planches de bois et des tapis pour éviter d'avoir le son des pas et des grincements de parquet qui viennent polluer le son direct des voix. D'ailleurs, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il y a un petit faux raccord, et sur ce plan, on voit leur astuce. Qu'est-ce que t'en penses? Oups! Et c'est pas tout, Lucas il a plein d'autres petites astuces et entre autres il a des patins qu'il peut venir mettre sous les accessoires de jeu pour éviter qu'ils claquent trop fort et encore une fois qu'ils polluent le son des voix. C'est des patins généralement qu'on met sous les meubles pour les glisser sans rayer le parquet et là il en avait différentes tailles et il pouvait les mettre sous les couverts ou sous les assiettes ou sous les accessoires de jeu pour éviter qu'ils claquent. Et de toute façon ensuite il faisait des prises sans caméra et sans les dialogues où il venait percher tous les sons autres que les dialogues, c'est-à-dire les pas, les bruits de vêtements, les bruits de manipulation, etc. Ensuite, par souci de réalisme, quand on avait des scènes où les personnages devaient être hors champ ou loin dans le décor ou derrière une porte, il plaçait aussi ses micros à distance pour justement avoir une réverb, une acoustique réaliste. Par exemple, la scène de fin où Manon pleure devant la porte, il avait placé aussi un micro derrière la porte, ce qui a permis au montage de pouvoir switcher de point de vue sonore au moment où on est du côté de la mer.
Tout ça, ça a permis de spatialiser le son et d'avoir quelque chose de très authentique et réaliste auquel on peut croire en tant que spectateur. Ok, c'est bon, on peut passer à l'image. Alors pour les geekos, c'est bien, sachez qu'on avait une caméra Blackmagic Ursa Mini Pro 4.6K G2 et j'ai tout filmé en Biro Constant Quality Q5. En objectif, je crois que j'en ai utilisé qu'un. J'étais avec un zoom Sigma 24-70 couvre à 2.8 et qui est stabilisé. Avec un follow focus à courroie pour que je puisse faire le point moi-même de chez Swedish Chameleon. Je me suis également équipé d'une bouée pour pouvoir poser mes coudes et ainsi supporter beaucoup plus facilement et plus longtemps le poids de la caméra. Et ça, c'est vraiment super cool. Pour la lumière, on avait des panneaux LED de Falcon Eyes, des 40x60 bicolore 100 watts et aussi une languette Falcon Eye de 120x30. Et de la gélate ND9 et du borgnole noir, tu verras par la suite. Un truc génial et indispensable pour bien composer et exposer ces images, eh bien, c'est de cadrer avec une lutte de prévisualisation. Et pour ça, on a eu la chance d'avoir une lutte perso faite pour l'occasion par l'excellent Adrien Pic, l'étalonneur du film. J'ai fait quelques rushs pendant les répétitions, que j'ai envoyé à Adrien, il m'a fait une lutte que j'ai pu mettre dans la caméra. Et voilà! Pourquoi c'est indispensable, une lutte? Eh bien tout simplement parce que si tu n'as pas de lutte, alors tu vas regarder ton signal en log, et le log c'est tout plat, tout décontraste, tout désaturé, et du coup tu ne peux pas apprécier les couleurs ni ton contraste. Et tu risques de surcontraster à l'éclairage, et ensuite quand tu vas passer à l'étalonnage, tu vas te rendre compte que tu étais beaucoup trop contraste. Avoir une lutte, ça permet d'être beaucoup plus précis sur toutes les mini variations de couleurs et de contraste que tu crées dans ton image. Indispensable. La lumière. À l'image, j'ai eu la chance d'être accompagné par l'excellent Romain Plumat et l'excellente Manon Testude. Merci. Comment le film a-t-il été éclairé? Eh bien, comme tous les films que je fais, j'essaye toujours que l'éclairage ne se note pas, soit le plus naturel possible pour qu'à aucun moment le spectateur soit sorti du film en se disant « Oh tiens, ils ont mis un projecteur hors champ là, ça se sent !» Et pour ça, le plus simple, c'est de réfléchir et composer son éclairage par rapport aux sources déjà existantes, donc c'est-à-dire les fenêtres ou les lampes qui sont jouantes dans le champ. Une fois qu'on les a identifiées et choisies et placées dans notre champ, alors on peut venir les renforcer avec nos projecteurs. Pourquoi on a besoin de renforcer leur puissance? Eh bien tout simplement parce qu'on a besoin de contenir la dynamique, de réduire les écarts de luminosité entre les plus hautes et les plus basses pour que tout puisse rentrer dans la dynamique de la caméra. Et ainsi que rien ne soit surex-cramé ou sous-ex bouché. Sans ce renforcement des sources, eh bien on peut se retrouver à avoir des fenêtres par exemple complètement cramées si on veut bien exposer les images, ou inversement, des images complètement bouchées si on veut bien exposer les fenêtres. Si on veut les deux, il va falloir maîtriser l'éclairage. J'aime bien avoir aussi la plus grande liberté possible de déplacement et pouvoir enchaîner les plans sur un même décor, sans que les projecteurs aient à trop bouger. Et pour ça, j'essaye au maximum d'accrocher les projecteurs hors champ et pas sur des pieds parce que les pieds sont visibles dans le champ. Pour les fenêtres, on a utilisé des barres éclairs. C'est des barres qui viennent se tendre entre deux murs et qui permettent d'accrocher des projecteurs dessus. Alors il faut faire attention à bien élargir leur zone d'impact, surtout si on les met sur des murs en placo parce que sinon on risque de péter les murs. Les barres c'était parfait parce qu'on venait vraiment respecter la direction de lumière des fenêtres en mettant les projecteurs pile au-dessus des fenêtres. Et du coup, peu importe le plan qu'on faisait, on avait toujours un éclairage raccord. Quand on met en image, souvent notre ennemi, c'est les murs blancs. C'est chiant, c'est nul, c'est plat, c'est vide, ça réfléchit la lumière, c'est horrible. Donc pour créer du contraste, c'est compliqué. Le mieux, c'est d'éviter au max les murs blancs, mais des fois, on n'a pas le choix et on doit faire avec. Le mieux dans ce cas, c'est de pouvoir écarter les comédiens au maximum des murs et pouvoir ainsi n'éclairer que les comédiens et pas les murs, par exemple. Mais pareil, ce n'est pas toujours possible suivant la config et la mise en scène. Dans la scène de la chambre en intérieur nuit, ce qu'on a fait pour créer du contraste, eh bien, c'est qu'on est venu accrocher un borgnole sur tout le mur blanc qui était hors champ. Ça nous a vachement aidé à créer du contraste en empêchant la réflexion de la lumière sur tout ce mur justement hors champ. Surtout en éclairage de plan de nuit, on aime bien que l'éclairage vienne principalement depuis les contres et du coup qu'on ait des faces absentes. Ainsi on crée une dominante sombre dans l'image. Une autre astuce que j'ai beaucoup aimé tester, c'est faire un intérieur soir en plein après-midi. Pour l'esthétique et l'intimité de la scène, avec Julie, on voulait que cette scène se fasse le soir. Alors on aurait pu viser de tourner le soir, mais ça nous aurait laissé un laps de temps très réduit puisque le soleil il tombe très vite, la luminosité baisse très vite. Donc en termes de raccord, c'est mission impossible. Pour faire sentir le soir visuellement, il fallait que les lumières d'intérieur soient allumées et soient plus fortes que la luminosité d'extérieur. Comme nos LED n'étaient pas assez puissantes pour obtenir ça, eh bien Manon nous a installé du ND9 sur les vitres.
ce qui nous a permis de baisser de 3 diaphes la luminosité de l'extérieur. Pour ça, la technique, c'est d'avoir un rouleau de gélatine neuf et de venir le découper à la dimension exacte de chaque vitre, puis de mettre du produit vaisselle entre la vitre et la gélatine. Ça fait un effet ventouse et ça vient coller les gélatines à la vitre. Ensuite, on a renforcé l'éclairage de la cuisine qui est sous les meubles en venant accrocher notre LED 120 par 30 avec du velcro adhésif. On l'a caché avec un tasseau blanc qu'on a eu la chance de trouver dans l'appartement. On a mis la puissance à fond et on a réussi à créer le contraste entre intérieur et extérieur. Puis on a ajusté la lumière suivant les plans avec un panneau LED sur pied hors champ. Et ça marche! Et pourquoi elle m'a rien dit? C'est pas quelque chose qu'on raconte à tout le monde, tu sais. Ça y est, tout le film est dans la boîte, on peut passer à la post-production. Le montage. C'est Julie qui s'est occupée du dérush, c'est-à-dire du tri des rushs, puis ensuite je me suis occupé du montage. Et c'est vraiment à cette partie qu'on se rend compte de ce qui a marché ou pas au scénario et au tournage. Moi j'aime bien essayer d'avoir une première version entière très tôt, très vite. C'est-à-dire sans revenir 1000 fois sur ce que je viens de faire, mais en avançant très rapidement, quitte à ce que ça soit un peu brouillon, pour ensuite pouvoir regarder le tout d'une traite et avoir une vision d'ensemble. Parce qu'on peut vite se perdre à peaufiner une scène encore et encore, et à penser qu'elle fonctionne pas, mais juste parce qu'on la voit pas dans son contexte. Et puis j'aime bien commencer à poser des bruitages et des ambiances et aussi des musiques, même si c'est que des sons de référence, ça aide à mieux apprécier les scènes et à mieux rythmer les scènes. Le montage, c'est vraiment la troisième et dernière écriture du film. La première étant le scénario et la deuxième le tournage. C'est la dernière écriture du film qu'on doit composer avec la matière déjà existante. Sauf si, et ça m'est déjà arrivé pour un court-métrage, d'aller retourner une scène qui manquait dans le film. Parce que ce qui compte, c'est le résultat final, c'est que le film fonctionne dans son entièreté. Si ça demande de retourner un petit bout et qu'on peut le faire, bah on le fait quoi. Si on était dans une grosse prod aux moyens infinis, mais ouais, on ferait des allers-retours constamment entre tournage, montage, puis on dit ah ouais tiens on va tester autre chose et tout, ça serait ouf. Ça serait ouf, moi je veux bien, je signe, on signe où? Là. Alors pour Une fille indigne, on n'a pas eu à retourner de scène, mais par contre on a déplacé carrément une scène plus tôt dans le film. C'est une scène qu'on a écrite la veille du tournage en paniquant, en pensant mince, il nous manque une scène pour introduire le père. D'ailleurs, c'est la scène que je préfère le moins, qui a été la moins réfléchie à l'écriture et aussi au découpage et tout. En plus, c'était décor mur blanc en intérieur jour, le pire du pire. Ça a été fait un peu à l'arrache et c'est dommage. Mais elle nous semblait nécessaire à garder quand même pour introduire les relations dans la famille. Ce qui était aussi challengeant pour moi, c'est avec cette volonté de vouloir respecter ce genre intimiste, je voulais laisser vivre les situations. Et du coup, je voulais pas imposer un rythme effréné au montage. Rythme que j'ai eu l'habitude de faire pour des créations diffusées sur le web. Bon là, j'avais quand même conscience que ça allait terminer sur le web, et du coup, il fallait pas trop ennuyer non plus le TikTok addict. Disons que j'ai tenté un entre-deux. Comme je l'ai dit plus tôt pour le scénario, notre intro de film n'est pas assez accrocheuse à mon goût. Et du coup, pour pallier à ça, on a essayé de couper tout ce qu'on pouvait, de le rythmer au maximum. Et on a même rajouté des musiques grâce à Edouard Joguet pour essayer de signifier aux spectateurs ce n'est qu'une intro, attends, le film va se lancer. Finalement, à mon goût, je pense que ça marche pas ouf, qu'on aurait dû faire sûrement des choix plus radicaux, voire de retourner une autre scène d'intro, quoi. À l'étape du montage, c'est toujours cool d'avoir un regard extérieur de confiance. Et donc j'ai demandé à l'excellent Jérémy Bernard, il nous a vraiment donné du recul et nous a même aidé à finaliser le montage. Avoir un regard de réalisateur et même plus de scénariste, c'est hyper pertinent pour le montage. Parce que un film, c'est avant tout une histoire. Une fois que tu as verrouillé le montage, que tu n'as plus du tout de recul sur ton film, que tu le trouves nul à chier, mais que tu sais plus comment l'améliorer, eh bien tu peux passer au mixage. C'est Lucas Goua qui nous a mixé tout ça et on s'est beaucoup amusé avec lui à refaire des petits bruitages. Comme des bruits de pas dans plusieurs scènes. Des bruits de couverts hors champ pour faire exister la mer dans cette scène. Le bruit des portes coulissantes sur ce plan. Et le son du sac de Manon dans la scène où elle le monte dans les escaliers. Le sac n'était pas réellement lourd et ça s'entendait au son. Le son n'était pas assez lourd, il n'y avait pas assez de grave. Et du coup, j'ai pris le sac caméra avec l'URSA dedans et je le tapais sur le parquet et on a enregistré ça.
Je sais pas ce que t'en penses, mais ça marche, ça vient vraiment alourdir le sac grâce au son. J'adore le son, j'adore le bruitage, je trouve ça trop cool à faire. Et on a eu un gros débat sur est-ce qu'on devait bruiter les touches du téléphone de la mère ou pas. Sachant qu'on a l'habitude dans les films peut-être de surbruiter tout, et comme là on visait un réalisme plus, et ben on s'est dit, ok, quasi plus personne n'a de bruit sur ces touches de téléphone. C'est un choix artistique finalement. Lucas a aussi rajouté des ambiances sonores sur chaque décor. Il a spatialisé au mieux les voix et les sons pour qu'on y croie. Ça, maintenant que Manon est grande, il n'y a plus rien qui nous retient. Un truc spontané, voilà. C'est vraiment le son et sa continuité qui nous fait croire à ce qui se passe. Que la scène est vraiment bien en train de se dérouler en temps réel sous nos yeux. J'adore ça. Alors que l'image, elle est discontinue par tous les cuts. Hop, voilà, c'est parfait. Il manque un truc, non? Et un bon son, ça embellit l'image. C'est... En parallèle, on a eu la chance d'avoir l'excellent Édouard Joguet pour composer les musiques du film, qui nous a fait encore une fois une musique aux petits oignons qui vient soutenir toute l'émotion du film. Merci Édouard. La musique. Avec Julie, on avait choisi des musiques de référence qu'on a utilisées pour monter. Alors ça aide vachement à monter, mais ça a un risque, c'est qu'on s'habitue à la musique de ref, et du coup quand on passe à la composition, bah on est tout le temps là à vouloir retrouver ce qu'on avait avant parce que on s'y est trop habitué. J'aimerais bien un jour avoir le luxe de faire composer les musiques en amont du montage, et comme ça, dès le montage, on peut utiliser les vraies musiques du film, puis les réajuster à la toute fin. Les musiques, c'est toujours un dilemme, est-ce qu'il faut pas en mettre, est-ce qu'il faut en mettre, est-ce qu'on en met trop ou pas, mais ça vient tellement toujours aider l'émotion des scènes que j'aime bien. Un truc que j'ai remarqué, c'est que je préfère toujours que la musique soit légèrement en retard. J'explique. J'évite à tout prix que la musique crée une émotion, annonce une émotion, puis que l'émotion intervienne seulement après dans la scène. Pour moi, ça ne marche pas. C'est artificiel, ça force l'émotion, ça vend la mèche, ça spoil, le spectateur note trop la musique, c'est antinaturel. Pour moi, c'est beaucoup plus efficace de laisser l'émotion envahir le spectateur grâce à la scène, et il y a toujours un petit délai d'ailleurs pour que l'émotion monte, et à ce moment-là, pile à ce moment-là où l'émotion monte, boum, on envoie la musique pour l'appuyer, et là ça marche, ça fait effet x2. Toujours en parallèle du mixage et de la musique, eh bien on a l'étalonnage. L'étalonnage du film a été fait par l'excellent Adrien Pic. On avait trouvé quelques images de ref avec Julie, et puis Adrien en avait trouvé aussi. Puis après, bah, c'est parti. L'idée était d'avoir quelque chose d'assez naturaliste, assez simple, mais tout en ayant un petit look ciné quand même. Voilà, on arrive à l'étape où tout est fini, le son, l'image, tout. On met tout ensemble, et c'est à ce moment-là où tu peux un peu redécouvrir ton film. Mais là où tu le redécouvres le plus, c'est pendant une projection à côté d'autres spectateurs. Ouais, on a organisé une projection en avant-première à Paris au cinéma Le Brady. Pendant la projection, j'ai vraiment redécouvert le film parce que on se met assez naturellement à la place des spectateurs qui ne connaissent pas l'histoire. Tu te mets un peu à leur niveau d'information et tu redécouvres les informations au fur et à mesure qu'elles sont distribuées dans l'histoire. Tu sens les tensions aussi dans le public, et puis tu vois aussi les visages une fois que les lumières se rallument. Quand sur les visages on a pu observer des petites larmes à droite à gauche, là tu te dis bon bah ok, le film il touche quand même, il fonctionne. C'était émouvant un peu. Ouais non, c'était cool. En fait tu prends vraiment, parce que nous on était tellement à toutes les étapes du film jusqu'à la post-prod et tout, on l'a mangé 1000 fois le film, donc il ressemble plus à rien pour nous, enfin il n'y a plus rien qui marche, c'est tout qui tombe à plat parce qu'on connaît tout par cœur. Et à chaque fois que tu es dans une salle avec des gens et que tu peux redécouvrir ton film et tu le revis vraiment quoi. Et du coup, non ça va, je pense que ça marche. Enfin moi ça me touche, mais après bon, c'est personnel tu vois, mais non c'est... Je suis content. Malgré toutes les imperfections qu'on peut lui trouver, eh bien le spectateur, il prend les choses comme elles viennent, et limite il va remplir aussi les manquements, les combler par son imagination, et avoir sa propre lecture aussi de l'histoire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les secrets de fabrication de ce court-métrage Une fille indigne. Et je remercie énormément l'excellent Thomas Andrézic qui a réalisé le making-of et qui m'a permis d'utiliser des images pour ce making-of technique. Merci Thomas. Bonjour, je vous avais pas vu, pardon. J'ai essayé de couvrir au maximum tout le processus en me confiant aussi sur les choses que j'ai apprises et que j'aurais aimé changer. J'espère que ça t'a plu et que t'as appris des choses. N'hésite pas à me le dire en commentaire et à me dire aussi si tu aimes bien ce genre de long format. Et surtout, aller sur la chaîne YouTube de Julie Cléry, regarder le film une deuxième fois, lui mettre un pouce, un commentaire, t'abonner, tout quoi, la totale.
Et si tu veux aller plus loin et te professionnaliser dans la vidéo, eh bien sache que j'ai mon site rougevertbleu.tv où si tu t'y abonnes, tu as accès à des contenus supplémentaires et si tu es membre payant, tu as aussi accès à un live par mois où je fais des retours sur tes créations. J'essaye de faire les retours les plus constructifs et pertinents possibles et bienveillants, mais pour toujours amener le niveau d'exigence plus haut et donc relever le niveau de professionnalisme. Et sinon, si tu cherches d'autres contenus comme celui-ci sur tout ce qui tourne autour de la création vidéo, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Rouge Vert Bleu. C'était Guillaume, ciao.